Bienvenue à la toute première édition de la balado-diffusion de la revue Nouvelles pratiques sociales, qui aura pour thème l'intervention sociale face au racisme systémique. La revue Nouvelles pratiques sociales est une revue universitaire rattachée à l'École de travail social de l'Université du Québec à Montréal et dont la mission est de favoriser les réflexions critiques et les débats dans le champ de l'intervention sociale. Nous publions en ce début d'année 2021 un numéro intitulé « Racisme et discrimination dans le Québec contemporain, ses formes et ses manifestations ». C'est un numéro qui était en préparation depuis 1 an et demi, mais qui a en quelque sorte été rattrapé par l'actualité et les mobilisations récentes. Celles-ci ont remis la question du racisme à l'avant-scène et mis en cause le rôle de plusieurs institutions dans sa reproduction. Bien entendu, les revues universitaires comme la nôtre n'échappent pas à ces débats, qui interpellent directement nos pratiques et notre fonctionnement. Nous ne pouvons donc en faire abstraction. Mais aujourd'hui, en guise de complément aux articles que nous publions dans notre numéro sur le racisme systémique, nous avons voulu donner la parole à 2 intervenantes sociales qui sont confrontées quotidiennement à la réalité du racisme et au défi d'y apporter des solutions. Nous avons voulu examiner avec elles les manifestations du racisme dans leur domaine d'intervention respectif, en quoi ce racisme est effectivement systémique et quels sont les moyens que l'on pourrait prendre pour y faire face. Bref, nous allons tenter d'apporter un éclairage supplémentaire sur les débats actuels à la lumière de l'expérience de nos 2 invités et de la connaissance concrète qu'elles ont du phénomène. Mais avant de nous lancer dans cette discussion, je vais d'abord leur laisser le soin de présenter le milieu dans lequel elles travaillent et dont elles vont nous parler aujourd'hui. Alors, nous avons d'abord le plaisir d'accueillir Sabrina Mahotière. Bonjour. Alors, mon nom est Sabrina Mahotière, puis comme vous l'avez mentionné tantôt, je suis intervenante sociale. Je travaille dans un CLSC depuis maintenant 11 ans. Le travail qu'on fait, c'est un travail de proximité. Alors, on est dans un quartier qui est très multiculturel. Alors, on fait du travail en amont. On est des intervenants de proximité, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, notre travail, c'est vraiment d'être présent dans la communauté, d'aller au-devant des gens, puis de tenter un peu de leur présenter les services qu'offre la communauté, qu'offre le secteur à tous les niveaux. Que ce soit pour répondre à des besoins un peu plus financiers, que ce soit des banques alimentaires, que ce soit de l'aide avec des formules plus administratives par rapport à leur statut ici, si ce sont les immigrants. On voit des gens vraiment qui vivent différentes problématiques. Alors, on est très présent dans la communauté. C'est une équipe qui est là depuis 20 ans. C'est très rare pour un CLSC. On est la seule équipe de proximité qui travaille de cette façon-là au Québec. On a déjà été reconnu pour ça, mais je vous dirais qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, c'est un projet auquel je pense qu'on y croit, mais il y a beaucoup de travail à faire. On va en parler sûrement tantôt. Merci beaucoup. On a aussi le plaisir de recevoir Noémie Beauvais. Oui, bonjour. Comme vous le dites, je m'appelle Noémie. D'entrée de jeu, j'aimerais préciser, en fait, je suis une personne blanche et je viens d'un milieu qui est relativement aisé, donc évidemment, ça teinte ma perspective. Mais je suis, organisatrice communautaire au Centre des travailleurs immigrants, qui est un organisme de défense de droits des travailleurs sans statut ou des travailleurs issus de l'immigration, des programmes de migration temporaire. Notre approche est basée là, sur l'action collective, puis la solidarité, on essaie de créer des réseaux de solidarité entre les travailleurs. Donc, on cherche à faire changer autant les lois que les lois qui ont un lien avec l'immigration que les lois du travail. Donc, c'est un organisme qui existe depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, voilà. Bien, merci beaucoup, Noémie. Merci également à Sabrina d'avoir accepté notre invitation. On sait à quel point c'est pas toujours facile en ces temps de pandémie d'aménager des espaces pour faire participer à de tels enregistrements. L'un des grands accomplissements des mouvements de dénonciation du racisme des dernières années, c'est sans doute, ou en tout cas à mon avis, d'avoir mis en lumière les différentes manifestations du racisme, et ce, autant dans ses formes les plus visibles ou institutionnelles que dans ses formes les plus ordinaires. On retrouve d'ailleurs dans notre numéro quelques articles qui permettent de documenter les différentes formes que prend le racisme dans différents milieux, comme évidemment dans le milieu de l'emploi, dans le secteur du logement, dans les pratiques policières également. Mais j'avais moi aussi envie de vous poser la question, de vous demander, en fait, dans vos milieux respectifs, quelles sont les formes de racisme auxquelles vous êtes le plus souvent confrontés? Est-ce qu'il y a des personnes qui en sont plus souvent les victimes? Et comment ça se manifeste exactement, le racisme?
C'est drôle parce qu'en m'en venant ici, justement, je discutais un peu avec une collègue, puis je me disais, on se disait toutes les deux qu'il y a des communautés qui sont en effervescence dans le quartier qu'on dessert, puis on remarque que à même nos équipes de travail, il y a des propos racistes qui se partagent, qui sont dites, puis ça vient pas, c'est pas des choses, ça vient pas d'un lieu de haine, ça vient pas d'un lieu peut-être de frustration ou quoi que ce soit, mais le résultat en est pas moindre, ça devient du racisme parce qu'on ne connaît pas cette communauté-là. C'est parce qu'on a des appréhensions, on va tirer des conclusions, puis la communauté arabe, par exemple, musulmane, souvent, on voit que c'est une communauté qui est vraiment montante dans le territoire où je travaille en ce moment. Puis, il y a beaucoup de spécificités par rapport à la religion, par rapport à la culture, qui a un impact sur la façon dont on va les accompagner, dont on va les aider. Et on n'a pas cette information-là. Et les médias jouent un grand rôle dans la connaissance de ce qu'on a de ces communautés-là. Ça a directement un impact sur comment on va faire notre travail, comment on réfléchit à notre travail, les moyens qu'on va mettre en place. Tout ça vient teinter nos interventions. Donc, on réalise qu'on a besoin d'accompagnement à ce niveau-là. On réalise aussi que la communauté noire est souvent mal comprise, mal vue, mal interprétée. Écoute, je ramène rien de nouveau, là. On parle souvent de la relation entre les policiers et la communauté noire à Montréal-Nord. C'est très difficile. Moi, ça fait 11 ans maintenant que je travaille là. Ça fait 11 ans que je vois des projets, d'essayer de se mettre en place, que je vois des efforts qui sont faits pour essayer d'améliorer la communication. Mais à la fin de la journée, les gens qui sont en place travaillent avec ce qu'ils ont comme bagage puis ce qu'ils ont comme outil à l'intérieur d'eux. Alors, les décisions, des fois, sont prises avec peu d'outils, au final. Alors, c'est, selon toi, vraiment la méconnaissance des autres cultures qui entraîne des problèmes jusque même dans les milieux d'intervention comme tels? Oui, les appréhensions, très souvent. Des fois, ça arrive qu'on n'est même pas encore allé dans une famille, mais on se doute que c'est une famille musulmane, on se doute que c'est une famille arabe, ou on se doute que c'est une famille haïtienne, puis déjà, j'entends le portrait de la famille, s'il vous plaît, est déjà teinté de ce que les intervenants pensent de cette communauté-là. Fait que tout de suite, même si on arrive dans la maison, puis là, on va constater des choses, mais on a déjà un agenda caché. Alors, c'est pour ça que ça fait une différence quand on connaît mieux une communauté, ça fait une différence dans la façon dont on va agir envers eux. En tout cas, nous, c'est ce qu'on vit comme expérience à mon équipe. Une fois, on avait eu... quand je suis arrivée dans mon équipe de travail, j'étais la première haïtienne. Donc, je suis une femme, évidemment, et je suis haïtienne. J'étais la première haïtienne dans l'équipe. Donc, j'étais la première à venir amener ce regard-là à l'intérieur de l'équipe. Et je parle 3 langues. Je parle français, je parle anglais, je parle créole. Donc, quand je suis arrivée dans l'équipe de travail, tout de suite, dans certaines familles, dans certaines situations, j'amenais un nouvel œil. Avant même de parler de mon expertise, j'amenais tout de suite un nouvel œil. J'amenais une nouvelle compréhension des situations quand on arrivait dans des familles haïtiennes. Et même quand on arrivait dans des familles immigrantes que je connaissais moins, j'étais sensible, de par d'où je viens, étant enfant d'immigrants, j'étais sensible à ce qu'ils allaient comprendre des services qu'on allait leur donner. Alors que mes collègues, eux, n'avaient pas la même sensibilité que moi. Il y avait tout le cœur qu'il fallait, mais ils nous ont dit, Sabrina, tu amènes quelque chose de nouveau. Et chez vous, Noémie, au Centre des travailleurs immigrants, est-ce que c'est une préoccupation importante que d'avoir cette sensibilité-là? Oui, définitivement, mais en fait, nous, on ne travaille pas exactement de la même façon. On travaille beaucoup avec des personnes qui viennent ici, par exemple, dans les programmes de migration temporaire. Donc là, je vais y aller. C'est le racisme, à mon avis, qui est organisé dans un programme. Puisqu'évidemment, une personne qui vient de France, qui arrive ici, avec un visa de travail, ne viendra pas avec le même type de programme qu'une personne qui vient du Guatemala, par exemple. Donc, nous, on travaille vraiment avec ces structures-là qui sont déjà teintées.
Donc, évidemment, ça a un impact là, sur notre façon de travailler. Donc, ces programmes de migration-là, le plus vieux programme de migration temporaire, c'est un programme agricole qui date de 1968. Donc, on voit que c'est un truc qui existe depuis fort longtemps et puis qui a très peu changé, en fait. Évidemment, il y a une multiplication là, des programmes de migration qui sont spécialisés, disons, dans certains domaines. Donc, il y a un programme agricole, il y a un programme qui est plus lié aux aides familiales, ce genre de choses-là. Mais tous ces programmes-là ont en commun de créer un régime spécial, en fait, pour les travailleurs. Donc, ils viennent ici, ils sont liés à leur employeur, donc ils ne peuvent pas changer d'employeur comme ils le veulent. Mais en échange, on leur offre, c'est évidemment un emploi avec des salaires qui, si les employeurs respectent les normes auxquelles ils sont soumises, qui va évidemment être plus... qui va se rapprocher du salaire minimum ici. Donc, ça peut être intéressant là, pour des travailleurs qui viennent des pays du Sud de se déplacer puis de venir travailler ici. Mais en échange, il y a ce trade-off-là, si je peux me permettre l'anglicisme. Donc, ils vont échanger une partie de leurs droits, donc les droits de se déplacer, les droits de changer d'employeur, pour pouvoir revenir travailler ici pour une période de 3 mois à 2 ans. Donc, c'est ça. Évidemment, ça a un impact là, sur le temps avec lequel on peut soutenir les travailleurs. C'est plus limité. Ça peut être difficile parce qu'on fait de la défense de droits. Donc, évidemment, ça peut être plus difficile de faire de la défense de droits à distance quand les travailleurs sont... soit ils retournent parce que leur contrat est terminé ou ils retournent parce qu'ils ont été licenciés. Ça arrive quand même relativement souvent. Donc, à ce moment-là, ça rajoute une complexité supplémentaire à l'aspect plus juridique de notre travail. Donc, comme je rejoins un peu ce que tu dis, mais évidemment, c'est des pratiques qui sont complètement différentes. On est plus dans la défense collective, mais évidemment, on le voit aussi, ce racisme-là, ou du moins cette différence de traitement-là des personnes issues de l'immigration. Et le fait qu'il s'agisse, pour reprendre tes mots, d'un système, de quelque chose d'organisé autour de politiques d'immigration, de programmes d'employabilité pour les travailleurs agricoles, etc., est-ce que c'est ça qui, selon toi, fonde la dimension systémique du racisme? Quand on parle de racisme systémique au Québec, est-ce que c'est... L'origine de ça, c'est dans des programmes comme ceux dont tu nous parles? Bien, c'est sûr que, à mon avis, ça a un impact énorme. Je pense que c'est pas que ça, le racisme systémique, mais c'est vraiment une organisation sociale de nos lois, de nos politiques, de manière à organiser socialement l'espace, puis configurer, qui a le droit à un statut, qui n'a pas le droit qui a le droit d'être permanent après un certain nombre d'années, parce que, justement, je reprends toujours l'exemple d'une personne qui vient de France, mais une personne qui vient de France, après un certain temps ici, va pouvoir trouver un moyen de régulariser son statut et de rester de manière permanente, ce qui ne serait pas le cas pour la majorité des travailleurs migrants. Notamment dans le domaine agricole, le programme en fait, il y en a 2 programmes dans le domaine agricole. Il y en a un qui est plus long, puis il y en a un qui est plus court. Le programme qui est plus court est vraiment designé, encore une fois l'anglicisme, de manière à ne pas permettre les gens de se régulariser, parce que ça prend un certain nombre de mois de présence sur le territoire pour pouvoir avoir accès à un programme de régularisation. Puis le programme est fait de manière à ce que la personne ne puisse pas rester ici plus qu'1 an. Je pense que c'est 9 mois même la limite. Donc évidemment, c'est ça. Pour moi, il y a cet aspect-là de qui a le droit à une régularisation éventuellement ou qui a le droit à certains privilèges qui se posent pas là, dans le cas peut-être de personnes issues de l'Occident ou des pays du Nord plus fortunés. Il va toujours avoir un moyen de réussir à régulariser des statuts. Donc évidemment, pour moi, le racisme systémique, c'est ça, c'est comment on organise nos politiques pour que certaines personnes aient plus de droits que d'autres. Je rejoins tellement ce que tu dis, là. Moi, je pense seulement à l'idée du volontariat. Okay? Moi, le cœur de mon travail, c'est important que les gens soient volontaires. Ouais. Puis pour qu'ils puissent avoir des services un peu plus poussés que les services de proximité qu'on offre, il faut qu'ils puissent accepter d'avoir un dossier, accepter de faire une évaluation, accepter certaines choses. Puis ce fameux volontariat-là, moi, je pense que pour être volontaire, il faut comprendre ce à quoi tu es volontaire. Il faut que ça résonne chez toi. Il faut que ça résonne avec tes valeurs, avec ce que tu as comme compréhension de l'État. Parce qu'on est l'État, on est le gouvernement.
comprends? Alors, souvent, on arrive dans des familles immigrantes et la minute où je commence à leur parler de « on va ouvrir un dossier », le mot « dossier », ça fait peur. Ça fait peur. Et de là, je ne peux pas aller plus loin. Très souvent, j'ai les miens liés parce que c'est la seule façon qu'ils vont être capables d'avoir un service. Donc, cette non-flexibilité-là que j'ai dans le cadre de mon travail, ça vient de fermer la porte souvent aux services que je pourrais leur offrir. Définitivement. Et pourtant, c'est des gens qui le méritent, qui sont ici, qui ont le droit d'être ici, qui ne sont pas ici de façon illégale ou qui ont... OK? Donc, c'est une des choses aussi qui me lie les mains constamment, même dans les services connexes que je voudrais leur offrir aussi. Tu sais, des fois, je pourrais y aller de façon avec un organisme communautaire. Je pourrais y aller autrement. Tu sais, je pourrais y aller vers de la paire aidance ou quoi que ce soit. Mais la paire aidance, c'est ce qui aide beaucoup, en fait. Mais je pourrais y aller dans un organisme communautaire. Mais des fois, on est limité par rapport au nombre d'organismes qui s'offrent à nous pour les immigrants. Moi, ce que je trouve particulier, c'est qu'on accueille énormément d'immigrants dans le secteur où je travaille. Mais je pense que c'est les services qu'on a le moins sont les services qui sont ciblés pour les immigrants. Wow. Et pourtant, on est un des secteurs à Montréal qui en reçoit le plus. Tout un paradoxe. C'est fascinant. Il existe plusieurs formes de racisme que vous êtes en mesure d'observer dans le cadre de votre travail? Oui, nécessairement. Je peux me permettre de parler de mon expérience personnelle aussi. Moi, j'ai grandi en banlieue. Je suis née dans un endroit très cosmopolite. Je suis née à Montréal, mais très jeune, j'ai déménagé en banlieue. Et en déménageant en banlieue, j'ai réalisé que j'étais noire. Donc, pendant environ, j'ai envie de dire presque 10 ans de ma vie, j'ai été à l'école primaire et tout ça, et j'ai vécu énormément de racisme. Et j'étais appelée, le mot « N » était utilisé à outrance. J'arrivais à l'école, puis il y avait des signes « White Power », anarchistes sur les murs de l'école. Mon frère, mes cousins, ils venaient chez moi, ils étaient menacés. Il y avait une section où on ne pouvait pas aller parce qu'on savait qu'il y avait des skinheads qui étaient là. Donc, c'était un racisme très ouvert. Mais mes parents ont toujours fait en sorte que je sois impliquée dans différentes activités. Donc, j'avais beaucoup d'amis de tous les pays du monde quand même. Puis, en allant à l'école secondaire à Montréal, ça a beaucoup changé. Mon expérience a changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai vécu différentes choses. Mais je dirais que dans mon milieu de travail, après ça, j'ai vu d'autres choses. Là, j'ai vécu plus le racisme qui se fait derrière les portes, puis qui impacte la clientèle à l'extérieur. Ce que je disais tout à l'heure, les conversations de bureau, les conversations de cadre de porte, des cultures qui se partagent entre professionnels, je suis crue, mais c'est la vérité. Je pense qu'on est là pour en parler. Des conversations de cadre de porte, des conversations alentour d'un bureau, des conversations alentour du lunch, puis qui, après ça, vient teinter les actions sur le terrain. Même si on a un cadre, on peut avoir une éthique de travail, on peut avoir une structure, quelque chose qui encadre notre travail, qui fait qu'on ne peut pas faire certains actes parce que ce ne serait pas acceptable, parce qu'on est politiquement correct quand on travaille, mais à la fin de la journée, notre outil de travail demeure nous-mêmes. Absolument. Donc, l'impact, au final, il est le même. Ça vient avec une énorme responsabilité, à mon avis, justement, d'être une personne blanche qui intervient auprès de personnes racisées. Ça vient tellement avec une responsabilité de se décentrer, de prendre conscience de, oui, j'ai des privilèges, oui, j'ai des a priori culturels, puis ça me désole de voir qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont de la difficulté à faire ça, puis que leurs interventions ont un impact sur des gens, sur des familles, sur des communautés. Je pense que c'est une responsabilité qui doit être prise collectivement, puis là, peut-être que je relance Louis là-dessus, mais je pense que c'est une responsabilité aussi des écoles de travail social et des revues scientifiques de parler de ces enjeux-là, puis je suis vraiment ravie de voir que, justement, le numéro de la revue se concentre sur ce sujet-là, mais je crois que ça vient avec une énorme responsabilité, puis malheureusement, je vais me permettre de lancer des flèches au gouvernement parce que j'adore faire ça, mais c'est ça, je pense pas que c'est avec un gouvernement comme celui qu'on a en ce moment au Québec qu'on va réussir à reconnaître que ça prend une intervention qui est présente dans les écoles, autant les écoles professionnelles que les écoles primaires, secondaires, justement, pour que l'expérience que tu as vécue ne soit pas reproduite encore et encore. Puis malheureusement,
ce qu'on entend, c'est que ça arrive encore, puis que, hey, on est rendu en 2021, là, il est temps qu'on progresse, là. Mais bon, malheureusement, je sens que c'est pas très entendu aux portes à Québec. Mais parlant justement de progresser ou d'évoluer, j'écoutais Sabrina qui nous disait, qui comparait le racisme très, très, très ouvert, très assumé dont elle a été victime plus jeune, à une forme de racisme plus insidieuse ou plus silencieuse, mais néanmoins existante, qu'elle observe dans d'autres milieux aujourd'hui. Est-ce que seriez-vous prête à dire qu'il y a eu une évolution dans le racisme dans les dernières années? Est-ce qu'il y a des transformations dans la manière dont ça se manifeste? Moi, j'ai l'impression que maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a de plus en plus de gens scolarisés, des gens qui sont éloquents, qui sont capables de venir parler sur certaines plateformes puis dire « Hey, ça marche pas là. Ce que vous faites depuis longtemps, on l'a vu, on l'acceptera plus, ça fonctionne pas. » Et ce que je pense aussi, puis ça, j'en discutais même avec une de mes collègues, il y a une certaine solidarité, on voit, qui est en train de se former avec plusieurs gens de différentes minorités visibles. Une certaine solidarité pour dire « Hey, moi aussi, puis moi aussi. » Fait qu'à quelque part, ça vient comme on travaille peut-être un peu moins en silo, à quelque part. C'est ça que je vois, le petit changement que je vois, c'est ça. Puis que, justement, c'est plus solidaire au niveau de mes confrères caucasiens. Je vois plus de solidarité, plus de gens maintenant qui reconnaissent que c'est vrai. Moi, c'est ce que je remarque dans mon expérience à moi, dans mon humble avis, là. J'ai l'impression qu'il y a peut-être, dépendamment des tendances ou dépendamment des époques, dans les groupes d'extrême droite notamment, mais il y a comme des cibles qui sont privilégiées à un moment ou à un autre. On parlait évidemment, mais après le 11 septembre, les communautés arabophones ou des communautés musulmanes qui étaient plus ciblées. Puis, bien évidemment, ici, on a eu la glorieuse époque de la Charte des valeurs québécoises qui a aussi mis les femmes musulmanes sur le spotlight. Donc, j'ai l'impression qu'il y a peut-être ce changement-là. Comme les cibles ne sont pas toujours les mêmes, mais effectivement, ça force peut-être une certaine forme de solidarité entre les communautés on n'est pas victime du même type de racisme au même moment, mais on est tous victimes d'une certaine forme de pression qui est similaire. Donc, on va pouvoir peut-être se souder les coudes puis de réussir à combattre ça de façon peut-être plus efficace, justement, parce que quand on travaille pas en silo, parfois c'est plus facile d'aller toucher, ratisser plus large. Donc, on a intérêt à le faire parce que je me rappelle, il y a environ, peut-être 10 ou 12 ans, il y avait des marches pour la non-violence. Puis ma collègue de travail qui est québécoise me disait, québécoise blanche, qui me disait souvent, tu sais, Sabrina, tu te rappelles les premières manifestations? Elle dit, c'était une petite fille blanche, c'était terrible ce qu'elle avait vécu, mais il y avait juste des blancs. Ça n'a pas de bon sens, mais pourtant, il y a plein de familles haïtiennes, il y a plein de familles de toutes sortes de communautés. Comment ça se fait que les gens ne se sentent pas interpellés? Je dis, c'est pas compliqué. Ils ont d'autres problèmes. Exact. C'est compliqué, il y a d'autres problèmes, puis dans leurs autres problèmes, ils sont tout seuls. Oui. Donc, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'énergie pour se rallier, tu sais. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. J'ai l'impression, quand je regarde les marches qu'il y a pour le Black Lives Matter, par exemple, c'est coloré. Mais est-ce que vous pensez, Noémie parlait tout à l'heure de la montée, ou en fait d'un retour en force d'une certaine droite. Est-ce que pensez-vous que ça vient jouer dans l'équation quelque part, ça, ou ce sont encore des phénomènes relativement marginaux au Québec? Moi, je trouve qu'on les entend beaucoup, parce que peut-être qu'ils sont marginaux, qu'ils ne sont pas beaucoup, mais ils ont énormément de tribunes, ou du moins, il y a énormément de tribunes pour certains discours qui sont repris ensuite par certains groupes d'extrême droite. Donc, à mon avis, il y a quelque chose de dangereux là-dedans, parce que oui, effectivement, ils sont peut-être pas beaucoup, mais ils sont très, très bruyants. Donc, je pense qu'il y a intérêt à réfléchir à qu'est-ce qu'on fait avec ces phénomènes-là, puis comment on peut les combattre, comment on peut s'arranger pour que les impacts de ces mouvements-là soient pas grands sur les communautés. Mais est-ce que c'est un phénomène qui, par exemple, a des incidences concrètes sur le travail que vous effectuez au quotidien? Ou? Écoute, moi, je pense qu'il faut faire attention parce que c'est pas parce qu'ils ont l'air de ne pas être beaucoup qu'ils ne sont pas beaucoup. Je pense qu'il y a le pouvoir, il n'est pas là. Il y a le pouvoir financier, le pouvoir décisionnel, il y a le pouvoir d'être capable de changer les choses. Puis quand ta voix porte, puis elle porte loin, vous n'avez pas besoin d'être 1000. C'est vrai.
La réalité, c'est qu'il y a certains endroits où si moi je parle et toi tu parles, Noémie, tu as plus de crédibilité que moi. C'est sûr, oui. Donc, je pense que c'est là que ça commence la question. C'est là que ça commence simplement. Effectivement. Et puis, pour clore ce chapitre-là des manifestations contemporaines du racisme, la question qu'on n'aurait pas posée il y a 1 an, et la COVID là-dedans. Est-ce que ça a exacerbé cette forme de racisme? Est-ce que ça a changé les façons de se manifester? Est-ce que ça a eu un impact sur votre travail? Bien, il y a un impact évident, mais sur la manière dont se présente et dont vous avez à composer avec le racisme en contexte de COVID? Moi, je te dirais qu'une des choses que j'ai observées, puis on a trouvé ça tellement difficile de l'observer sans pouvoir faire grand-chose, mais on a essayé de le nommer quand même. À Montréal-Nord, lorsque la COVID a frappé, puis elle a frappé les gens dans le domaine de la santé, puis tous les préposés aux bénéficiaires, c'est sûr qu'on sait que dans le domaine de la santé, c'est beaucoup, beaucoup de gens, surtout d'origine haïtienne, par exemple. Puis, plusieurs de ces gens-là ont été touchés par la COVID en travaillant, de par le milieu où ils travaillent. Et à Montréal-Nord, il y en avait beaucoup, beaucoup de gens. Et Montréal-Nord a été ciblé en disant que c'était une grosse éclosion de COVID qu'il y avait dans le secteur. Mais la façon dont ça a été présenté, selon nous, qui étions des intervenants sur le terrain, c'était pas juste. C'était pas juste parce que le message qui était véhiculé, c'était que, comme quoi que les gens n'avaient pas l'information nécessaire, qu'ils ne se protégeaient pas correctement. Ils étaient vraiment venus dans le quartier, le nord-est, là où il y a une bonne poche de pauvreté à Montréal-Nord, parce qu'on s'entend qu'on parle d'à peu près 6, 7, 8 rues, peut-être, là. Oui. Sur tout Montréal-Nord. Alors, on a vu les médias arriver dans le secteur, on a vu des gens arriver pour faire des interventions massives, comme si c'était le nid. Ouais. Comme si c'est là qu'il y avait le plus de contagion, alors que c'est pas vrai. Parce que les gens, dans ce secteur-là, le niveau de pauvreté est extrêmement élevé. Beaucoup de gens sur l'aide sociale. Alors, ils ne travaillent pas. Les gens sortaient pratiquement pas de chez eux. Donc, qu'est-ce qui nous disait que le nid était là, spécifiquement? Sur ces coins de rue-là. Sur ces coins de rue-là. Absolument. Oui, alors qu'il me semblait, moi, avoir compris qu'un des agents propagateurs, si on veut, du virus dans le secteur, c'était les fameuses agences de placement. Oh mon Dieu. Qui récupéraient les gens sur les coins de rue. Je pense qu'au Centre des travailleurs immigrants, vous en connaissez on les voit beaucoup, un petit brin sur ces agences-là. Effectivement, je pense que ce qui résonne dans ce discours-là, dans votre discours, c'est l'échec, en fait, des milieux de travail à protéger les travailleurs plus précaires. Puis on sait que souvent, travailleurs précaires résonnent avec personnes racisées. Puis effectivement, les agences de placement, c'est un problème qui est majeur depuis toujours, pour un paquet d'autres raisons. Mais c'est ça, le fait de déplacer les travailleurs d'un milieu à un autre, d'une journée à une autre, donc on n'est pas toujours dans le même lieu de travail. Évidemment, c'est la recette parfaite là, pour des éclosions. Puis c'est qu'on a essayé, on a beau essayer de réglementer plutôt, les agences de placement, mais c'est très difficile. Nous, au CTI, on fait beaucoup on se mobilise depuis très longtemps pour encadrer mieux cette pratique-là, parce qu'on comprend que, évidemment, on ne pourra pas les enrayer du jour au lendemain, ces agences-là, puis qu'il y a certains avantages, notamment pour les travailleurs sans statut, qui n'ont pas nécessairement d'autres manières de trouver du travail que par l'entremise des agences. Donc, sans les enrayer complètement, mais de les réglementer pour que, justement, quand il y a des problèmes ou quand il y a des situations COVID, bien que les agences et les entreprises clientes ne se renvoient pas la balle. Parce que là, ça a été ça. Ça a été « Ah non, mais c'est pas notre faute à nous. Nous, on fait juste comme louer les travailleurs. » Puis c'est les travailleurs qui n'ont pas fait attention ou c'est l'entreprise. Puis tout le monde se renvoie la balle. Puis au final, il n'y a jamais personne de responsable. Je sens une certaine indignation. Ah ouais, c'était très difficile à voir. Écoutez, moi, là, j'ai vu les premières cliniques ouvrir pour le dépistage sans rendez-vous. Puis je vous dirais que la majorité des gens qui venaient les premières semaines, c'était de Laval, de Longueuil, de Boisbriand, de Blainville, de Huntsic, de Rosemont, tout sauf la clientèle supposément ciblée. Absolument. Donc, j'ai dit là, si c'est pas une façon, je sais pas, systémique de pas nous occuper de notre monde correctement, je sais pas c'est quoi. Ouais. OK? Donc, c'est ça. Tantôt, je disais,
de vouloir injecter des services, d'injecter toutes sortes de choses sans comprendre ce que la communauté a besoin, comment ils vivent, comment est-ce qu'on peut correctement répondre à leurs besoins. Je veux dire, je ne sais pas quand est-ce qu'on va commencer à travailler autrement. Mais c'est pas justement un autre exemple de la méconnaissance dont tu parlais d'entrée de jeu tout à l'heure? Oui, mais ce qui est drôle, c'est comment ça se fait qu'on ne connaît toujours pas, alors que c'est bondé de gens de cette communauté à l'intérieur du système. Est-ce qu'ils ne sont pas à la bonne place, peut-être, pour faire des décisions qui font du sens? Est-ce qu'ils ne sont pas à la bonne place? Peut-être qu'il faut qu'ils soient ailleurs, ou est-ce que leur voix aurait un impact? Il semblerait qu'au chevet du patient, ça n'a pas d'impact. L'impact n'est pas assez grand. Mais justement, la discussion nous amène vers un autre point que j'aurais souhaité aborder avec vous. C'est celui des solutions, de ce que l'on peut faire. Parce que si on insiste autant sur la dimension systémique du racisme, je pense que c'est pour mettre en évidence le fait que c'est pas justement le racisme n'est pas un problème individuel qui est présent chez certains individus qu'on peut prendre isolément les uns des autres, mais que c'est un problème qui concerne le fonctionnement même de la société, ses institutions, son imaginaire, etc. Et donc, mais avec ce constat-là vient quand même un certain défi qui est celui de trouver des solutions, ou en fait d'opposer au racisme systémique des solutions qui sont du même ordre, c'est-à-dire qui sont elles aussi systémiques. Et j'étais curieux, tout en sachant que c'est une question bien difficile. Qu'est-ce qui, dans vos milieux respectifs, vous semble être un bon moyen d'agir face à ce racisme-là? Si je peux y aller... Bien évidemment, au CTI, nous, on fait dans l'action collective, donc on est vraiment dans regrouper des travailleurs, puis revendiquer des changements législatifs, de revendiquer plus de droits pour les personnes plus précaires. Donc évidemment, pour moi, il y a une partie qui passe notamment par ça, parce qu'évidemment, la solidarité entre les travailleurs, ça crée des liens, puis je pense que c'est essentiel, surtout quand on parle de travailleurs précaires qui sont parfois très, très isolés, très seuls. Puis ensuite, c'est comme... je pense que les changements législatifs, on n'a pas le choix, là, justement parce que on parle de problèmes systémiques. Donc, la réponse doit aussi, comme tu disais, Louis, être systémique. Donc, je pense que ça passe par là. Puis ça passe aussi beaucoup, à mon avis, par l'éducation. Quand on est une personne blanche, je pense que ça vient avec une responsabilité de prendre connaissance de nos privilèges, puis d'agir dessus, d'apprendre à se taire, d'apprendre à reconnaître que peut-être que c'est pas notre endroit, peut-être que c'est pas le bon moment, puis ou d'avoir du moins des discussions, justement, la raison pour laquelle je suis ici et non un autre des membres de mon équipe, ça a été discuté en équipe aussi, donc c'est pas... je pense que c'est d'apprendre à ne pas s'imposer, d'apprendre à écouter beaucoup. Donc, je pense que ça passe aussi un peu par là. Sabrina? Je pense que c'est difficile de... Quand je regarde mon milieu de travail, puis je me dis... C'est quoi les efforts qu'on a fait pour essayer d'enrayer justement cette façon systématique-là de créer une limite, là, de restreindre finalement les services à des gens qui en auraient besoin? Ça prend de la représentation, ça prend des gens à l'intérieur qui prennent les décisions, qui comprennent la situation de ceux qui sont opprimés. Absolument. Ça prend des lieux de discussion, ça prend des connaissances. Moi, je trouve que c'est très important que tout le monde puisse pratiquer. C'est important que tout le monde puisse être un professionnel, puis de desservir toute la communauté, puis toute la population générale. Mais il faut accepter nos limites. Oui. Il faut accepter que des fois, je ne le sais pas et j'ai besoin de savoir. Moi, je trouve ça pas normal que je travaille pour une si grande organisation, puis que ce soit si difficile d'avoir de la formation, d'avoir accès à des interprètes culturels. Je sais pas pourquoi on dirait que je parle chinois quand je parle de ça. C'est vrai. Pourquoi c'est aussi complexe d'en avoir? On a des interprètes linguistiques. Ça, c'est une chose. Il y en a une banque. C'est correct. Je ne parle pas telle langue. Je peux aller chercher quelqu'un qui parle la langue, mais je veux dire quelqu'un qui m'aide à interpréter ce que la personne veut dire. Et moi, le plan que je veux faire avec cette personne-là, ce que je lui offre, je veux comprendre ce que ça veut dire pour elle. Il faut que ça résonne. Il faut que ça résonne. C'est un non-sens. Si pour elle, je dis le mot dossier et ça sonne comme gouvernement kidnapping... C'est ça la réalité, là. Absolument. À quoi ça sert? On fait juste se flatter dans le dos puis dire on fait des choses, mais on fait rien. On leur ment. Alors, on ouvre les portes à plein de gens, puis ils arrivent ici, on leur vend un rêve. On n'est pas capable de les aider correctement.
Donc, je me dis, à quoi bon? Alors, moi, je pense que c'est soit on décide qu'on s'informe, qu'on va chercher l'information, qu'on donne la formation aux gens. Il faut que ce soit accessible. Il faut que les services soient adaptés aussi. C'est pas juste d'imposer notre vision des services ou d'avoir une vision qui est très stricte, très, très barrée, très fermée des services. Je pense qu'il faut, justement, en intervention, on en parle tout le temps, il faut s'adapter tout le temps. Je pense à quelque chose comme le Pride. Mon Dieu, ils sont tout seuls à faire ça. C'est énorme. C'est énorme. Ils doivent être débordés. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de services dans ce genre-là? Tu connais le Pride, non? Oui, absolument. Comment ça se fait qu'on n'a pas plus de services dans ce genre-là? Il y a tellement d'immigrants qui rentrent au Québec. Oui. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, ça, avoir une posture d'allié dans des contextes de travail comme les vôtres? Je parlerais carrément d'advocacy, là. L'advocacy? Ah, oui. Moi, j'irais jusque-là parce que là où la voix de mon client ne peut pas se rendre, c'est ma responsabilité de l'amener ou d'au moins de l'outiller pour qu'elle se rende. Parce que sa voix, elle est puissante. C'est lui qu'on dessert. C'est à lui qu'on porte main forte. C'est pour lui qu'on développe ces services-là. Ces programmes-là, c'est pas pour moi. Moi, je fais juste les utiliser pour travailler. Ça me donne mon petit pain, là, c'est tout. Mais à la fin de la journée, quand je parle, puis à quelque part, quand je parle pour eux, je parle pour mon prochain. Je parle pour mes enfants aussi. Fait que pour moi, c'est une responsabilité quand on décide d'être un professionnel, un intervenant social. Si c'est pour moi qui en parle à mon chef, qui en parle sur des recherches comme ça, moi, aujourd'hui, je viens ici, là, je viens pas pour ma petite personne. Je viens ici pour parler pour ceux qui n'ont pas la voix, puis qui n'ont pas le vocabulaire, qui n'ont pas l'éloquence de le faire, qui n'ont pas les connaissances, ni quoi que ce soit. Moi, c'est ce que je pense. Absolument. Puis je pense que même dans l'intervention individuelle plus traditionnelle, on va dire, il y a effectivement toujours une part de défense de droit, même si on n'est pas nécessairement dans l'action collective, ou si on n'est pas nécessairement... je pense qu'il y a moyen de faire de la défense de droit à la DPJ ou dans d'autres services plus classiques. Puis effectivement, je pense que la posture d'allié passe par là mais si la personne n'est pas entendue, si la personne ne reçoit pas un service qui est décent et dont elle a droit, je pense que c'est notre responsabilité de défoncer des portes. C'est sûr aussi que des fois, ça peut faire peur. Comme des fois, j'ai des conversations avec certaines collègues, je ne vous mentirai pas, puis ils ont peur d'aller plus loin, ils ont peur d'aller en parler à certaines personnes parce que on ne veut pas perdre notre place, on ne veut pas perdre, au niveau hiérarchique, veut pas, on a des limites aussi. Mais il faut qu'on soit à l'aise de le faire. Alors, je pense aussi que les gens, nos gestionnaires, les gens qui ont le pouvoir décisionnel, il faut que ça soit diversifié aussi. Oui, définitivement. Puisse répondre à la demande. Oui. Moi, je suis vraiment d'accord. Je pense que des fois... je connais pas évidemment tous les gestionnaires, mais des fois, peut-être qu'il y a certains types de personnes qui reviennent plus souvent que d'autres, puis ça donne des fois des décisions qui sont complètement déphasées. Moi, l'exemple qui me revient le plus, c'est pas nécessairement lié au thème d'aujourd'hui, mais récemment... l'accueil Bonneau qui décide de mettre à la porte une bonne part de ses intervenants sociaux pour mettre des gardiens de sécurité à la place. Je pense que ça reflète bien une décision patronale très déconnectée, en fait, de la réalité du terrain, puis des besoins des personnes qui sont desservies. Décision qui est difficile à comprendre sous tous ses angles, en fait. Comme, clairement, les personnes qui reçoivent ces services-là n'ont pas besoin de ça, voire plus d'agents de sécurité débarquer dans leur milieu de vie, au final. Je pense que... Donc voilà, il y a quelque chose au niveau des directions qui on dessert puis qui on protège. Est-ce qu'on protège vraiment juste notre poste puis notre petite personne? Parce que c'est... Je comprends, on a tous besoin de vivre, on a tous besoin d'un salaire. Je comprends qu'on a besoin aussi des fois de faire attention à ce qu'on dit puis ce qu'on fait, parce que des fois, on veut peut-être aller trop loin dans nos interventions. Mais c'est ça, je pense que qui on protège? Est-ce qu'on protège notre job ou est-ce qu'on protège nos usagers, bénéficiaires, peu importe comment on les appelle? Complètement. Totalement. Je te serrais la main, t'es trop loin. Maudite distanciation. Eh bien, Sabrina Mahotière et Noémie Beauvais, je vous remercie infiniment d'avoir accepté aussi généreusement de participer à cet échange qui était très éclairant. Il nous a permis de mieux comprendre comment la réalité, puis surtout le problème du racisme se présente dans vos différents milieux. Et de commencer à réfléchir sur les solutions qu'on pourrait envisager. C'est évidemment pas une réflexion qui
qui est définitive ni aboutie, mais il faut bien commencer quelque part, n'est-ce pas? Merci beaucoup, ça a été un plaisir. Merci encore donc d'avoir participé. Je rappelle aussi que cet échange avait pour objectif d'offrir un complément au numéro qui vient de paraître sur le racisme systémique et qui est maintenant disponible en ligne. Ce numéro contient 11 articles et aborde des sujets tout aussi variés que la discrimination à l'embauche et le traitement des plaintes à caractère raciste dans le marché du travail, le profilage racial au sein du service de police de la Ville de Montréal, la violence symbolique sur le marché de l'habitation locative, les microagressions et le caractère cumulatif de certaines oppressions, ainsi que les formes de dénigrement fondées sur les marqueurs identitaires propres à certaines communautés, comme dans le cas de cet article-ci, des communautés noires. Le dossier se termine avec 2 articles qui présentent les travaux récents de 2 organismes directement interpellés par la question du racisme, dont la Ligue des droits et libertés et le Conseil interculturel de Montréal. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne lecture.